Bonjour Louis. Et bonjour chère Liselotte, ravi de vous retrouver pour cette saison 5. Alors on est surtout ravis de retrouver vos chroniques. Louis. Écoutez, merci, hâte de commencer, allez-y. Alors avant de nous parler de crise politique, vous vouliez nous faire un point sur ce qu'il se passe en Ukraine. Et oui, ravi donc de vous retrouver pour cette saison 5 qui s'annonce très dense et qui m'oblige à travers l'actualité à me replonger sans cesse dans ces chaînes d'information continues pour préparer mes chroniques. Et pour celle d'aujourd'hui, ça n'a pas été simple. Entre ces politiques qui retrouvent miraculeusement du travail à la Cour des comptes, les réseaux sociaux qui nous imposent désormais de scanner notre carte d'identité, ou encore l'affaire de ce streamer qui meurt en direct, l'été a été chargé. Mais l'actualité qui pèse sans doute le plus est la possibilité d'une issue finale à la guerre en Ukraine, grâce à Donald Trump, analysé par le journaliste Jean-Dominique Merchet. Moi, je crois que Donald Trump est sincèrement un homme de paix. C'est-à-dire qu'il n'aime pas la guerre. Il l'a fait parfois lorsqu'il faut, mais il l'a fait peu. Et il veut vraiment faire la paix, imposer la paix par la force, comme il le dit, mais imposer la paix. Et on sent que plus l'espoir d'une paix approche, plus les défenseurs acharnés de l'Ukraine se crispent, jusqu'à nous ressortir encore une fois la sempiternelle comparaison entre Vladimir Poutine et un certain dictateur allemand bien connu, une comparaison dont le youtubeur Greg Tabibian se charge de démontrer l'absurdité. Bon, alors là, c'est un narratif particulier, car en ce moment, Poutine est le méchant, nous sommes les gentils. Rien n'est discutable. Poutine est l'unique et seul agresseur, l'unique et seul responsable. Ce n'est pas remettable en cause. Et aujourd'hui, c'est assez dingue de voir que tu as le moindre débunkers qui te saute dessus quand tu lui dis que la responsabilité peut être partagée. Mais responsabilité la nuance, c'est peut-être ça le... Mais la nuance, pourtant, elle est visible dans n'importe quel livre d'histoire, puisqu'on s'amuse à comparer Poutine à Hitler. Quand j'ouvre n'importe quel manuel d'histoire, on m'explique que Hitler est l'agresseur qui lance la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand je regarde le chapitre 2, on m'explique bien que sans la bêtise du traité de Versailles et de la diplomatie occidentale pendant l'entre-deux-guerres, il n'y a pas Hitler. Pourquoi ça ne marche pas avec Poutine ? Oui, Poutine est l'agresseur, mais sans la politique d'agression diplomatique des États-Unis et de leurs alliés depuis un certain nombre d'années, il n'y a peut-être pas ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, il y a un gentil et un méchant. Et puis il y a les voix, comme celle de l'ancien ministre Luc Ferry. Pour lui, inutile de se bercer d'illusions, la Russie a déjà gagné la guerre. La Russie a gagné la guerre, c'est tout. Et les 4 oblasts en question, elles sont occupées par la Russie. Et je peux vous dire que là, c'est une évidence que l'Ukraine ne les reprendra pas de sitôt. Alors, il est possible que la guerre reparte dans 10 ans, mais pas avant. Donc, invitez tous les intellectuels moralistes que vous voudrez, ils vous diront autre chose que moi. Mais moi, je suis plus proche du général parce que je regarde les choses en face et puis parce que je pense que c'est l'Ukraine qui a déclenché cette guerre avec la guerre du Donbass, voilà. Et que c'était une connerie monumentale que de déclencher en 2014 une guerre contre les russophones de l'Est et que ça ne pouvait pas bien se terminer. Et à l'opposé, il y a le président Macron qui, dans son dernier entretien, a inventé un concept pour le moins vaseux, le signalement stratégique. Derrière ce terme bureaucrate se cache une menace à peine voilée. Si la Russie attaque encore l'Ukraine, alors ce sera la guerre mondiale. La paix en Ukraine durable, c'est aussi notre sujet. Mais traduisez, s'il vous plaît. Signalement stratégique, c'est la langue, disons, rassurante. Mais pour être très concret, est-ce que ça veut dire que si les Russes attaquent à nouveau ensuite, c'est la guerre? C'est-à-dire que les soldats français, anglais, etc. seront forcés de se battre. C'est l'objectif de ces garanties de sécurité. Mais certains vont encore plus loin que le président français. C'est le cas du journaliste Jean Quatremer qui réclame carrément l'envoi de troupes occidentales sur le terrain. Moi, je dis aujourd'hui, je pense véritablement qu'on doit faire comme les Américains en 1941, c'est-à-dire intervenir sur le terrain, c'est-à-dire aller aider les Ukrainiens à gagner cette guerre, parce que si on ne fait pas la guerre aujourd'hui, on la fera dans 4 ans ou dans 5 ans. Et vous vous souvenez du manuel de survie que l'on devait nous envoyer pour nous préparer à une guerre nucléaire ? Patience, il arrive. Ouais, on vous en parlait en mars dernier déjà. Tous les Français devaient recevoir le livret, tous résilients cet été pour les aider à réagir face aux crises, notamment une guerre nucléaire. Mais voilà, nous sommes mi-août et toujours rien dans les boîtes à lettres. Lucille Pascanet, il faut s'armer encore un peu de patience car nous devrions le recevoir après l'été. Mais j'espère, La rédaction du livret est finalisée. Il a été envoyé au Premier ministre le mois dernier et il est donc en attente de validation à Matignon. À l'intérieur, plutôt qu'un réel guide de survie, ce sont des informations utiles, des numéros et des bons réflexes à adopter en cas de crise. On ne sait pas encore s'il sera envoyé par courrier ou simplement par mail, mais le guide pourrait être mis à disposition de tous les Français mi-octobre. Heureusement, certains journalistes gardent encore les pieds sur terre, et c'est le cas de notre partenaire Régis Sommier, qui rappelle des faits souvent passés sous silence. Dans le Donbass, il n'y a quasiment aucune trace de cette Ukraine idéalisée sur les plateaux télé, et son intervention démonte avec précision les contradictions flagrantes des soutiens conditionnels de Kiev.
Quand vous allez dans le Donbass, c'est quand même difficile aujourd'hui dans le Donbass, et j'y ai passé pas mal de temps, de déceler une quelconque trace de l'Ukraine dans le Donbass aujourd'hui. Les populations qui étaient hostiles aux Russes sont parties depuis longtemps, et la plupart des gens du Donbass sont viscéralement attachés à la Russie, puisqu'ils combattent avec elle depuis 2014. Donc de dire Poutine a envie, il va envahir, parce que c'est toujours le même discours. On entend toujours de dire oui, Poutine est nul, il a réussi qu'à prendre en gros 20% de l'Ukraine. Et après on nous dit ah oui, il va envahir l'Europe, il va envahir les pays baltes. Il faudrait savoir, est-ce que la Russie est faible ou est-ce qu'elle est forte ? Et pendant que nos dirigeants jouent les va-t-en-guerre, la facture, elle, ne cesse de grimper. Cette guerre en Ukraine nous coûte déjà extrêmement cher, alors même que la contestation sociale enfle face à l'endettement abyssal de la France. Un ministre a même précisé que chaque Français doit aujourd'hui à l'État l'équivalent d'une DS7. 3 300 milliards de dettes. Juste si vous faites une toute petite division, d'accord, par le nombre de Français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque Français aujourd'hui, nouveau-né ou personne très âgée, tout le monde doit, en gros, une DS7 neuve. C'est ça aujourd'hui l'état de... C'est 45 000 euros. 45 000 euros. Donc on est dans une situation qui est une situation dramatique. Il existe même des citoyens dévoués qui vont jusqu'à donner de l'argent au pouvoir public, oui, notamment à Bercy, pour tenter d'amoindrir notre dette. J'ai reçu un RIB, tout simplement, avec un compte bancaire, et je peux verser tous les mois le montant que je souhaite. Et moi, le montant sur lequel je me suis engagé, c'est 50 € par mois, que je verse du coup depuis janvier. Comment ils ont réagi à Bercy quand vous les avez contactés en leur disant « j'ai envie de vous donner de l'argent » ? J'ai été très surpris. Il y a eu, si vous voulez, parce que ça s'est passé en plusieurs étapes. Si vous voulez, j'ai envoyé un premier don de 150 € par chèque. Je le voyais comme une action ponctuelle. Et à la suite de cette action, j'ai été publié. Enfin, le don a été publié au journal officiel. Et d'ailleurs, chaque Français qui donnerait serait publié au journal officiel. Et après, je me suis inscrit dans un don à hauteur de 50 € par mois. C'est pas votre voix, là, l'auditeur qui Non, bien sûr, je vous jure. J'ai trouvé. Je vous jure. En tout cas, c'est très généreux de sa part, évidemment. Et en attendant, les Français continuent, eux, de casquer. La nouvelle hausse du tarif de l'électricité atteint cette fois des sommets d'absurdité, comme le raconte un journaliste sur RMC. Il y a vraiment de quoi s'énerver. En gros, dans votre contrat, vous avez un prix fixe correspondant à votre abonnement et un prix variable correspondant à votre consommation. Vous payez pour vous abonner, pour vous accorder au réseau, puis vous payez en fonction de votre consommation du quotidien. Et il y avait 2 TVA sur ces 2 prix, sur le prix fixe et sur le prix variable. Un taux de 5% sur le prix fixe et un taux de 20% sur le prix variable. Or, c'est littéralement interdit par l'Union européenne qui impose des taux de TVA uniformes pour un même service. Donc, le gouvernement a changé. Et qu'a décidé le gouvernement ? Attention les yeux, de supprimer à partir du 1er août la TVA sur le prix variable et d'augmenter le taux de TVA sur le prix fixe à 20%. Dit autrement, vous payerez plus quel que soit votre niveau de consommation. Comprenez bien, je vais être clair, même si demain vous arrêtez littéralement de consommer, vous coupez tout chez vous, vous payerez quand même plus, puisque la TVA sur le prix fixe passe sur de l'abonnement 5 à 20%. C'est magnifique. Voilà, magnifique. Et pour enrayer cette contestation fiscale qui monte, François Bayrou, qui sera bientôt poussé vers la sortie, propose dans son prochain budget de supprimer les privilèges des élus. Je prends l'engagement solennel devant vous que s'il y a des privilèges indus, des avantages, ces avantages seront supprimés. On me dit souvent dans ces messages, il faut qu'ils fassent un effort comme les autres. Eh bien, les membres du gouvernement, évidemment, aucune de leurs indemnités n'augmentera pendant le temps où les retraites des Français ou les salaires de la fonction publique seront eux-mêmes gelés par l'année blanche dans laquelle nous proposons d'entrer. Et sur ce point, il y a du boulot, beaucoup de boulot, presque autant que tous les privilèges des premiers ministres listés par le journaliste Marc Menon. Les premiers ministres, pendant des années, continuent à avoir toute une organisation, un secrétariat, un agent qui les accompagne, et à vie. Alors jusqu'à 67 ans. À partir de 67 ans, ils n'ont plus de ces avantages-là. En revanche, passé 67 ans, on garde la voiture, on vous paye le carburant, on vous paye l'assurance, on vous paye l'entretien et le chauffeur. Vous vous rendez compte de cette folie qui consiste parce que pendant un certain temps, soit vous vous êtes engagé
pour le pays. Soit vous avez dépensé une énergie fabuleuse, mais néanmoins, vous jouissez d'avantages colossaux. Et je vous parlais de cette contestation qui monte et qui pourrait bien atteindre son apogée le 10 septembre prochain. Un mouvement que beaucoup décrivent comme la suite des Gilets jaunes. D'ailleurs, l'une des figures du mouvement de 2018 explique comment les médias représentent aujourd'hui la principale menace pour les manifestants. Éloignez-vous des médias le plus possible. Dès qu'un journaliste vous envoie un message, un mail, une demande d'interview, etc., tant que vous n'avez pas mis les pieds dans cette médiatisation et cette perte d'anonymat, le conseil que je peux vous donner, c'est ne le faites pas. Parce que ça vous coûte très cher. C'est la première facture à payer, ça. Et ces gens-là, en essayant de lier un lien humain avec vous, vont décortiquer votre vie de manière à trouver la faille qui publiquement fera que votre discours ou votre personne sera rendue non crédible pour parler de sujets qui sont légitimes et bien plus importants que l'individu qui sera visé. Vous n'êtes absolument pas prêt à perdre ce que vous allez perdre en faisant ça. Et cette stratégie médiatique qui tente de nuire au mouvement avant même qu'il n'ait lieu pour le tuer dans l'œuf est analysée par notre chroniqueur Alexis Poulain. Alors il y a un truc, c'est le 10 septembre, ce mouvement qui n'en est pas un, extrême droite, extrême gauche, gilets jaunes, séditieux, terroristes russes, déstabilisateurs de la démocratie et de la République. Qui sont les gens derrière le 10 septembre ? Et si c'était l'État ? Et si le 10 septembre allait faire pchit lui aussi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le but de la presse, des médias d'oligarques, c'est de faire en sorte de dire aux uns que le 10 septembre, c'est le fait de l'extrême gauche, ou que le 10 septembre, c'est le fait de l'extrême droite. Et donc, on ne mélange pas les torches sur les serviettes. « Ah non, pas de ce pain-là avec moi. Comment ça, il est question de défendre les classes populaires ? Eh bien, on le fera, mais avec l'inter-extrême gauche ou avec l'inter-extrême droite. Mais certainement pas avec des gens qui n'en ont rien à foutre des étiquettes politiques. Et ça les emmerde. » Voilà, mais avant le 10 septembre, il y a le 8 septembre, date à laquelle l'Assemblée nationale décidera du sort de Bayrou. Nous verrons alors si Macron comprendra enfin que la seule issue à cette crise est peut-être son départ. Merci beaucoup Louis pour cette chronique, une belle première pour la rentrée. Merci beaucoup, je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir. On a déjà hâte. Merci Louis. Merci Liselotte.